Des éclairs déchirent la mer de Java alors que le navire amiral de l'amiral Dorman, le De Ruyter, tremble. Touché par une torpille japonaise, personne n'a vu d'où elle venait. Autour de lui, des navires alliés de 4 nations tirent à l'aveugle dans l'obscurité. Leurs signaux, mal compris. Leurs ordres emmêlés entre les voix anglaises, néerlandaises et australiennes. Les munitions s'épuisent. Le radar est hors service. Les renforts ne viennent pas. Ces croiseurs restants commencent à manœuvrer pour secourir Dorman et son équipage. Mais l'amiral sait que si les Japonais les coulent aussi, le Pacifique est perdu. Et il est maintenant également douloureusement conscient qu'il ne reste qu'un seul et dernier ordre à donner pour l'empêcher. Nous sommes au début de 1942 et la campagne navale dans le Pacifique Sud se révèle impitoyable pour les forces américaines nouvellement arrivées. Malgré des mois de charges navales, de raids sous-marins et d'assauts aériens incessants, rien n'a ralenti l'avancée japonaise. Les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande et Singapour sont déjà tombés. Et maintenant, avec une meute de destroyers assoiffés de sang encerclant la côte de Bali, le prédateur se prépare à bondir à nouveau. Les destroyers américains, John D. Ford et Pope, avancent, flanqués du navire de guerre néerlandais Piet Hein, espérant que cette fois, leur charge contre le Japon sera différente. Mais tout espoir de percée alliée est anéanti au moment où la formation atteint la pointe sud de l'île. Les destroyers japonais, Asashio et Oshio, accueillent les défenseurs avec une salve de torpilles qui déchire la coque du Piet Hein. Les navires américains ne peuvent pas faire grand-chose pour sauver leurs compagnons néerlandais alors que les marins sont pilonnés par les obus entrants des canons ennemis, ne leur laissant d'autre choix que de battre en retraite et de regarder à distance le navire néerlandais derrière eux disparaître sous les vagues. Le lendemain, l'île est déjà aux mains des Japonais. Mais les Alliés ont un problème encore plus grave. Le Japon a déjà les yeux rivés sur sa prochaine conquête, une ceinture d'îles dans le sud des Indes orientales néerlandaises, connue sous le nom de barrière malaise. Si le Japon s'en emparait, il obtiendrait effectivement un contrôle quasi total des routes maritimes de la région et se rapprocherait d'un pas de l'Australie. Et maintenant, avec Bali sécurisée, leur marine impériale a juste la base de départ parfaite pour lancer leur offensive. Les Alliés n'ont pas le temps de se regrouper. Les Japonais avancent déjà à toute vapeur une fois de plus, cette fois vers Java, l'île la plus densément peuplée de la barrière malaise et siège du gouvernement colonial. Peu de commandants auraient osé affronter la marine japonaise à ce stade. Pourtant, le contre-amiral néerlandais Karel Dorman n'a pas hésité. Les Indes orientales néerlandaises, territoire que sa nation a gouverné pendant plus d'un siècle, étaient en jeu, et il était prêt à donner sa vie plutôt que de les voir tomber aux mains des Japonais. Dorman dirigerait une force hétéroclite tirée de chaque nation alliée de la région sous le commandement Abda. 2 croiseurs lourds, 3 croiseurs légers et 9 destroyers. Cela ressemblait à une force formidable, mais en réalité, c'était loin d'être idéal. Certains navires transportaient à peine la moitié de la puissance de feu de leurs adversaires japonais. D'autres portaient les cicatrices de batailles antérieures. Le croiseur américain USS Houston, par exemple, avait sa tourelle arrière détruite et devait maintenant manœuvrer pour que ce côté ne soit jamais face à l'ennemi. Compliquant encore les choses, seul le HMS Exeter possédait un radar. Le reste de la flotte naviguait presque à l'aveugle, s'appuyant sur des signaux visuels et une structure de commandement problématique. Les ordres de Dorman étaient souvent mal compris par les équipages américains, britanniques et australiens qui, pour une fois, n'étaient pas familiers avec les procédures navales néerlandaises et, plus troublant encore, étaient incapables de parler un mot de néerlandais. Mais il n'y avait pas le temps de constituer une meilleure équipe. Car presque dès que les Alliés ont commencé leur patrouille le long de la côte nord de Java, les marins ont pu voir un hydravion ennemi solitaire à l'horizon, annonçant l'arrivée imminente des attaquants japonais. Les forces opposées se sont repérées mutuellement le 27 février vers 6 heures. À la consternation de Dorman, lui et ses hommes n'affronteraient pas un seul groupe japonais. La première formation menée par le contre-amiral Takeo Takagi avançait avec 2 croiseurs et 4 destroyers. Derrière eux, un deuxième groupe sous le contre-amiral Shoji Nishimura
apportait une puissante escorte de 2 croiseurs légers et 6 destroyers. Parmi les navires de Nishimura se trouvaient 4 destroyers de classe Shiratsuyu, considérés comme parmi les plus dangereux du monde à l'époque. Ils transportaient des torpilles capables de parcourir près de 40 km sans laisser de traces. Des armes qui pouvaient couler un croiseur d'un seul coup. Si Dorman ne frappait pas en premier, ces destroyers mettraient presque certainement fin à la bataille avant même qu'elle ne commence. Dès que les Alliés furent assez proches, tous les canons ouvrirent le feu sur la formation japonaise. Le capitaine de corvette William P. Mack, qui a combattu dans la bataille, se souvient plus tard. Avec seulement 6 canons, le Houston était toujours capable de projeter plus d'acier en moins de temps que n'importe lequel de ses adversaires. Sa silhouette était large et plus haute que celle des navires néerlandais et britanniques, et il semblait être une tour de force dans notre ligne de bataille. Mais alors que les obus hurlaient à travers 22 000 mètres d'eau libre, aucun obus n'a réussi à toucher, laissant la colonne alliée dériver dangereusement assez près des Japonais pour que la force de Takagi porte les premiers kunai. Le navire amiral de Dorman, le croiseur léger de Ruite, a été touché en premier, mais l'amiral l'a balayé comme si de rien n'était, ordonnant à la ligne de continuer à tirer. Le barrage japonais, cependant, était implacable. Avant que les Alliés ne puissent porter un coup décisif contre Takagi ou Nishimura, de la fumée a commencé à s'échapper de la proue du HMS Exeter. Un obus lourd avait détruit la plupart de ses chaudières, la forçant à faire demi-tour vers le port de Surabaya. Avec le seul navire équipé de radars qui battait maintenant en retraite, la situation de Dorman devenait encore plus désespérée. Des sillages de torpilles ont commencé à fendre la mer autour de sa formation. Depuis les ponts de l'USS Houston, les marins ont regardé les torpilles longue lance trancher à travers la ligne de bataille, manquant leur coque par pure chance. Mais dans la guerre du Pacifique, la chance seule n'a jamais suffi. Et avant que les navires alliés ne puissent se dégager des traces de torpilles, le destroyer néerlandais Kortener a été touché. Le capitaine de corvette Mack a décrit plus tard le moment. Il s'est brisé en deux et a coulé en moins de 30 secondes. La rapidité de sa disparition était incroyable. Lorsqu'il a été touché, il était à environ 270 mètres par le travers de notre poupe. Quand nous l'avons laissé à pas plus de 180 mètres de notre poupe, il était sous l'eau. Seulement 2 heures s'étaient écoulées depuis le début de la bataille de la mer de Java, et les perspectives étaient déjà sombres pour les Alliés. Maintenant, Dorman ne pouvait qu'espérer que la tombée de la nuit offrirait suffisamment de couverture pour se retirer, se regrouper et se préparer pour la revanche. Alors que les Alliés s'éloignaient du champ de bataille, ils ont finalement eu un moment pour respirer. Cependant, ils ont rapidement réalisé que la nuit n'offrirait aucune sécurité. Tandis que la force de Dorman se déplaçait le long de la côte de Java, le silence de la patrouille a été brisé lorsque le destroyer Jupiter a soudainement été déchiré. Les vigies se sont précipités à leur poste, scrutant l'obscurité à la recherche de navires ennemis. Mais il n'y en avait aucun. Pas de sillage de torpilles, pas d'éclairs de bouche, pas de silhouette à l'horizon. Ce n'était pas du tout une attaque japonaise. L'explosion avait été déclenchée par une mine et à la grande frustration des Néerlandais, c'était presque certainement l'un des leurs qu'il avait posé plus tôt pour protéger Java de l'invasion. L'équipage du Jupiter s'est battu pour sauver son navire, mais les dégâts étaient bien au-delà du contrôle. Dorman n'a eu d'autre choix que de dépêcher l'un de ses destroyers restants pour récupérer les survivants et les ramener au port. À ce moment-là, la force de l'amiral néerlandais avait été réduite à 4 croiseurs et 4 destroyers. Mais que ce soit par erreur de calcul stratégique ou par un ordre perdu dans la traduction, les destroyers sont rapidement restés à la traîne alors que les croiseurs fonçaient à toute vitesse, laissant la formation alliée grande ouverte pour une embuscade. Pour l'amiral japonais Takeo Takagi, qui avait suivi chaque mouvement allié grâce à un hydravion dissimulé qu'aucun des marins de Dorman n'avait repéré. C'était le moment qu'il attendait. Takagi a vu la chance de porter un coup décisif et de revendiquer le contrôle total de la mer de Java. Alors que ses navires se précipitaient pour intercepter la ligne alliée, tout dépendait maintenant des 4 derniers croiseurs encore en formation, de Ruyter, Java, Perth et Houston. À la tête de l'assaut japonais se trouvaient les croiseurs lourds Nachi et Haguro. Vers 23 heures, ils ont aperçu les navires alliés presque de front,
Il n'y avait pas de temps pour que l'un ou l'autre camp vise correctement. Les marins tiraient à l'aveugle dans l'obscurité, déchaînant salve après salve, espérant qu'un obus trouverait l'ennemi avant que l'ennemi ne les trouve. Pendant plusieurs minutes, la bataille s'est déroulée ainsi jusqu'à ce qu'une explosion soudaine illumine la mer. Une torpille japonaise a frappé directement le Java, provoquant une explosion qui a déchiré toute sa coque et l'a laissé mort dans l'eau. Avant que les Alliés ne puissent riposter, une autre torpille japonaise a trouvé sa cible, cette fois frappant le De Ruyter, le navire amiral de l'amiral Doorman et le dernier croiseur néerlandais de la ligne. Les croiseurs derrière ont été forcés de virer brusquement à tribord pour éviter de percuter le De Ruyter estropié qui dérivait maintenant sans défense. Leurs canons continuaient à tonner sur les navires ennemis derrière. Mais l'objectif avait changé. Neutraliser le convoi japonais n'était plus possible. Maintenant, tout ce qui restait était de se battre pour survivre. L'évacuation a été ordonnée à bord des navires néerlandais en train de couler. Mais alors que les deux navires commençaient à sombrer, l'amiral Doorman s'est accroché à la radio pour émettre un dernier commandement à Houston et Perth. Laissez les survivants derrière vous et fuyez. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cette nuit-là, plus de 340 marins ont perdu la vie dans la mer de Java. Et pourtant, le massacre n'était pas terminé. À l'aube, les derniers survivants de la force de Doorman, Perth et Houston, à court de carburant et incapables de recharger un seul obus, ont navigué droit dans la principale flotte d'invasion japonaise, se préparant à foncer à travers Java. La bataille a été brutale. Le Perth a été déchiré par les destroyers Harukaz, Shirakumo et Murakumo. Leurs torpilles ont déchiré sa coque et l'ont envoyé par le fond en à peine 20 minutes. Le Houston, combattant seul, a enduré plus de 30 impacts d'obus et 2 torpilles qui ont mis fin à tout espoir de résistance avant qu'ils ne disparaissent. Avec leur destruction, le dernier espoir allié dans la région avait disparu. Et dans les 48 heures suivant la défaite de Doorman, les troupes japonaises déferlaient déjà sur Java. Début mars, l'île s'est formellement rendue, donnant au Japon le contrôle total des Indes orientales néerlandaises et infligeant aux Alliés l'une de leurs pires défaites dans le Pacifique. Cependant, la guerre était loin d'être terminée, et peu importe le temps que cela prendrait, les Alliés étaient déterminés à revenir, à reprendre les îles et à libérer la région du Japon une fois pour toutes.